Picking up. Et donc il est en record. Tout à l'heure il enregistrait pas. Ok. Pour récupérer tous nos bulletins, Marie nous les a donnés en PDF et pas en Word. Et donc je suis en train d'essayer de récupérer tous les documents PDF pour les transformer en texte Word. Alors, tu me diras, c'est les bulletins anciens, normalement, on n'a pas besoin d'intervenir dessus. Normalement, il n'y a pas besoin. Sauf si on veut récupérer un article. Oui, oui. Donc je vais voir si c'était faisable. Tu arrives à les récupérer? Oui. J'avais un truc dont je ne me servais pas beaucoup, qui s'appelle un Rediris, qui permet de récupérer. La seule chose, c'est qu'il ne fait pas des pages complètes, il fait des demi-pages, grosso modo, mais c'est du texte. Donc après, tu prends, tu recopies, puis après, il faut que j'arrive à faire un système automatique à la lecture qui transforme en texte rédigé. Même si c'est pas bon, comme ça, comme on a dit qu'on travaillait dessus, on peut simplement peut-être avoir des petites choses à rectifier, c'est tout. Mais il existe des logiciels qui partent de l'audio et qui te mettent en voix? Ah, sur le Mac? Sur toi aussi? Moi aussi. Qu'est-ce qu'on enregistre? Alors, on peut faire un système, clavier, dictée, voilà, F1. Alors, je crois que c'est celui d'Annick, alors je sais pas comment il marche celui d'Annick, j'en sais rien. Moi. Voilà. Allô, allô, allô. Bonjour. Est-ce que ça traduit quelque chose? Non? Bon, ça ne traduit pas direct, mais normalement, tu vois une fenêtre apparaître avec le texte. Là, on constate que. Oui, il constate qu'il reçoit quelque chose. Voilà. Oui. Ok, mais je regarderai ça. Parce que à partir des fichiers audio Oui. ici, Ah, c'est ce que je veux récupérer. ah oui, parce que c'est quand même un peu plus simple Ah oui. que de les écouter. Ah bah ça, c'est sans doute qu'à nous. Ça. Je laisse ma montre pour Tamara. Je ferme tout ça. Oui, peut-être. Oui, On vérifie qu'il n'y ait pas d'internet qui se met en marche. Désactiver le Bluetooth. Tiens. Elle a la micro. Là, pied. Annick. Nous faisons circuler une fiche qui est destinée aux personnes qui ne sont pas adhérentes de l'association et qui souhaiteraient être informées des futures activités de l'association, que ce soit conférences, visites. Il suffit pour cela d'indiquer votre adresse mail afin que nous fassions parvenir les futurs programmes. Donc, inutile de le remplir pour les membres de l'association, bien évidemment. Merci. Je n'hésite pas. Tu me dis, je te repasse la connexion. T'as vu que tu avais dit ça? Non, tu n'as pas vu. Oui, elle est arrivée. Elle est... Je sais pas. Ah oui, ça y est, je la vois. Ouais. Oui, il faut que je te dise, j'ai un message pour elle. C'est laquelle? Ouais, tu sais le faire. Tu retires, elle est... Oui, attends, je savais plus quel PowerPoint était le... Ah bon, voilà, celui-ci. Là.
bonjour à tous. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir deux conférencières. D'abord Tamara Engert, qui est docteur en histoire de l'art, qui a fait ses études à Fribourg et qui a fait sa thèse sur les vitraux de Saint-Étienne du Mont, donc au XVIIe siècle. Les charniers, donc au XVIIe siècle. Et nous accueillons... Elle en parlera après. Allez-y, allez-y. Moi, je suis François Gatouya, qui est membre de notre association, qui est également membre du centre André Chastel. Le centre André Chastel est un centre de recherche en histoire de l'art. Et Madame Gatouya est très fidèle à notre association car elle est déjà intervenue lors d'une précédente conférence en 2015 sur les vitraux du chœur de Saint-Étienne et elle nous a également accompagnés lors d'une visite de ces mêmes vitraux. Donc je lui laisse la parole. Je vais simplement présenter rapidement aujourd'hui le thème de notre conférence. Il s'agit de présenter un petit peu toutes les vicissitudes du patrimoine religieux des églises Sainte-Geneviève et Saint-Étienne du Mont. Patrimoine transformé, patrimoine importé, patrimoine dispersé. Voilà, je vais laisser la parole et parfois récupéré. Donc je vais laisser la parole à mesdames Gatouya et à madame Engert. Je succède. Voilà, il n'y a qu'une grande chaise, donc de toute façon, c'est bien comme ça. Alors, moi, je voudrais d'abord remercier Madame Albigès de nous avoir invités à vous faire cette présentation. C'est plus pratique. Ah, oui, ça c'est vrai. Ah oui. Alors vous me direz si vous m'entendez, je suis très, très indisciplinée avec les micros. Donc le sort réservé aux deux grandes églises de la montagne nous a, à partir de la Révolution et dans les décennies suivantes, nous ont récemment préoccupés, Tamara Engert et moi. Elle, dans le cadre de sa thèse qu'elle a soutenue en 2016, fin 2016 à Fribourg-en-Brisgau, et moi dans le cadre de la monographie de Saint-Étienne, coécrite avec Étienne Hamon. Alors pour camper le décor, je vous montre un détail de ce merveilleux plan de la bibliothèque historique de la ville de Paris, où on voit l'intimité qu'il y a les deux églises, c'est-à-dire... Alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pistolet de martien. Alors en plus, il m'arrive un malheur affreux. Voilà, vous étiez avec la Diporama. Donc ce que vous désirez, c'est ça? Oui, non, mais surtout je croyais avoir un petit... D'habitude avec la souris on peut montrer, mais bon, tant pis. Hein. On ne montrera pas. En tout cas, vous verrez en regardant bien que... Mais pourquoi est-ce que la photo est coupée là? C'est louche. Moi je la vois comme ça. On va essayer. Bon, oui, alors mais là, on met en juste, grand. En français, j'ai pas l'affichage. Affichage. En haut à gauche. Moi, j'ai peur de faire des bêtises, je ne connais pas non plus le... Alors, remettez-le en grand, mais qu'il ne soit pas coupé, s'il vous plaît. Non. Désolé, mais sans les lunettes, je ne vois plus rien. Alors, nous étions sur le diaporama. En haut à gauche, appuyez sur la photo numéro 1. Ah bah attendez, si vous savez le faire, venez. Appuyez sur la photo numéro 1. Oui, c'est ce que je fais. Non. Directement sur la photo quand vous avez la... Bon. Habituellement, c'est pas ce que je fais sur la mienne. Eh bien, il ne veut pas. Non. Pour les mecs, ça marche pas, je crois. Il ne veut pas. Non. Allez-y.
Oui, c'est ce qu'elle est en train de faire. Sur la première ligne de l'affichage, Oui, mais c'est ce qu'elle est en train de faire. Là, tout en haut, sur le menu ici, vous avez affichage. Oui, Mais ça marche pas, vous l'avez essayé non, c'est déjà. ce que j'ai fait. Et dans le rouge, le bordeaux rouge, ça marche pas non plus. Donc ça marche pas. Mais comment ça se fait Plein qu'on écran. l'a fait tout à l'heure quand même? Bah oui, quelqu'un vous l'a préparé. Qu'est-ce qui te l'a préparé? C'est toi qui l'as préparé? Non, moi je sais rien faire. Le diaporama, non. Ah non, c'est le diapanorama. C'est Ce petit icône-là, en numéro. Ah non, celui de celui-là. droite, voilà. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est diapanorama, c'est un autre affichage. Oh bah non, c'est moche. Bah non, mais pourquoi diaporama, ça vous va pas? voilà, ça c'est la dernière. Non, pas vraiment, mais... Pas vraiment, mais c'est déjà mieux. Bon, bah écoutez, on va faire comme ça, mais c'est moche. Bon, alors, j'essaye de plus toucher à rien, puisque... donc, je vous disais... en fait, je voulais vous montrer que les églises communiquaient par leur nef, ce qu'on voit au milieu de la nef là-bas. Bon. Mais ça veut pas, ça suit pas maintenant en plus. Ah si, alors il faut que je fasse une photo par une photo. Voilà, c'est bon, là, vous aviez la flèche, elle a apparu la flèche. Ah bah alors au moins j'ai la flèche à défaut. Mais du coup je peux pas, ça c'est plus actif. Non. Vers le bas. Voilà. Et vous Ah bon, mais tout à l'heure on faisait... non, jamais les latérales, non. Ah bah c'est ce qu'on m'a expliqué. Mais bon, j'essaie de ne pas D'accord. donner des leçons. Non, mais au contraire, faites bien. Donc normalement, si vous cliquez 2 fois là-dessus, voilà, allez-y. Il est en plein centre. Oui, mais c'est... On est en plein écran. Bon. Et sinon, vous vouliez montrer là, ici. Ah oui, le passage, voilà. Le passage entre les deux églises, voilà. Je viens à la réponse si nécessaire. C'est gentil. Je suis tout à fait innocent. Donc voilà, le passage entre les deux églises que je souhaitais vous montrer. Bon, alors, les façades étaient accolées, comme on le voit sur ce dessin de Madame du Château des Tours, qui était une élève de Joseph Vernet, et qui est un dessin antérieur à la destruction de cette façade de Sainte-Geneviève en fin 1807. Et puis voilà ce que ça devient vers 1821, parce que c'est une gravure qui a été faite pour l'histoire de Paris d'Ulor, donc c'est sa première édition, ça nous date à peu près. La rue Clovis n'est pas encore percée, mais le lycée Napoléon a emménagé à droite dans les bâtiments du couvent, et puis donc la façade se trouve isolée puisque le bâtiment manque. L'abbatiale ayant été démolie comme prévu depuis 1746, c'est-à-dire depuis que l'on avait projeté de la nouvelle église Sainte-Geneviève que Saufflot a commencé en 1764. Alors Claude Rousselet, qui est l'abbé de Sainte-Geneviève et supérieur, enfin en fait général, on dit, de la Congrégation de France à partir de 1784, c'est son portrait au presbytère. Et un autre portrait semblable était dans la famille d'un descendant dans la famille d'un descendant qui l'a donné au musée d'Orléans et qui a publié en même temps les lettres de ce personnage. Donc ce grand ecclésiastique, en juillet 1789, fait célébrer un Tédéum pour la prise de la Bastille. Et il déclare en 1790 les revenus et les biens de l'abbaye, 180 000 livres d'ailleurs,
Et le couvent ferme quand les congrégations religieuses sont abolies le 18 août 1792. J'insiste sur cette date parce qu'on en reparlera à propos du transfert de la chasse dont on parlera après. L'abbé dit, d'après ces courriers que j'ai pu lire, rester à son poste en attente de jours meilleurs. C'est-à-dire que l'abbaye n'est pas désertée, même si un certain nombre des chanoines réguliers s'en vont. Alors, ce prêtre assiste donc au dépouillement de l'abbatiale. Son décor est transporté au dépôt des Petits Augustins, notamment les beaux reliefs du Jubé, sculptés vers 1540 pour l'abbé Philippe le Bel que vous voyez ici à droite, ou également, voilà un de ces reliefs du Jubé, le baiser de Judas, tout cela pouvant s'admirer au Louvre, comme vous le savez sans doute. Alors, le point de mire de l'édifice était bien entendu la chasse de Sainte-Geneviève, qui était une chasse du XIIIe siècle, restaurée en 1614 et mise en scène dans une nouvelle scénographie vers 1625 par les bienfaits du cardinal de La Rochefoucauld, qui était l'abbé de l'époque. Cette chasse, elle était montée sur un podium où les colonnes de marbre, et qui existent encore au Louvre pour deux d'entre elles, mesurent 3 mètres de haut. Et au-dessus de cet entablement, les cariatides ont 1,90 m. Alors ces cariatides, on les connaît puisqu'elles sont au Louvre aussi, et elles sont amputées de leurs bras maintenant, mais lorsqu'elles sont transportées au Musée des Monuments Français, Alexandre Lenoir leur trouve un nouvel emploi qu'on voit ici. Il leur fait supporter le tombeau de Diane de Poitiers qu'on avait récupéré à Annay. Et on le voit sur ce tableau qui est antérieur à 1801, mais on le voit encore mieux sur le tableau de Vauzel qui montre la salle d'introduction du musée, c'est-à-dire qu'on entrait dans le musée, on tombait sur ce monument extraordinaire où on voit les cariatides encore avec leurs flambeaux comme elles étaient en place à Sainte-Geneviève. Et puis le tombeau de Diane, là, qui est retourné d'ailleurs dans la chapelle voisine du château d'Annay, on trouve très bien. C'est un peu une manie de Lenoir de fabriquer des monuments comme ça, de faire des monuments factices. Il y en avait une quantité extraordinaire dans son musée. Alors on transporte aussi les grands ex-voto dont nous allons reparler à propos de Saint-Étienne tout à l'heure, sauf celui-ci, enfin il gagne le dépôt, quoique celui de 1625 que vous voyez ici, et qui est dû à Georges Lallemand, passe directement à un particulier en 1793, comme l'a dit Guillaume Caseroni dans le bulletin de la montagne de 2013. Il l'a payé 80 livres. Et donc c'est l'explication pour qu'elle se retrouve donnée par le châtelain anglais d'ailleurs de Montigny-Lancourt en Seine-et-Marne. Il a donné à l'église un petit peu plus tard, mais c'est signalé là-bas déjà en 1838 ou 39. Alors l'église elle-même, en février 1791, on supprime 28 paroisses de Paris, mais Saint-Étienne est conservée. Elle fait partie des 33 qui sont maintenues, d'abord sous le vocable Saint-Étienne et Sainte-Geneviève, en l'attente de l'achèvement de la nouvelle Sainte-Geneviève, c'est-à-dire du Panthéon. Puis définitivement gardée 2 mois après, puisque le 4 avril, il y a un nouveau décret, suite à la mort du Mirabeau, on décide qu'on gardera Sainte-Geneviève, parce que, justement, Sainte-Geneviève qui est en fait Saint-Étienne, parce que le Panthéon devient un Panthéon voué au monument funéraire des grands hommes. Le curé de l'église en question, Saint-Étienne-Sainte-Geneviève, est à l'époque Gabriel Secret de Penverne, qui est là depuis 1772 et qui, lui aussi, collabore dans une large mesure au mouvement révolutionnaire, si vous voulez. En 1789, il prend des armes aux Invalides pour marcher sur la Bastille avec ses paroissiens. C'est la gravure publiée par Madame Gassen-Couvrat dans son journal de la section du Panthéon français en 2014.
Et Penverne prête serment avec 3 mois avant sa mort, d'ailleurs, puisqu'il meurt le 14 mars 91, et là ça se passe à la fin de 90, avec tout son clergé, lequel reste en phase avec les événements révolutionnaires. J'en veux pour preuve la messe que font célébrer à Saint-Étienne-Sainte-Geneviève, enfin toujours à Saint-Étienne-du-Mont, les citoyennes plutôt du quartier, c'est les femmes qui ont pris l'initiative, le 23 août 1792, à la mémoire des victimes de l'insurrection du 10 août aux Tuileries. Et le discours publié en 14 pages du premier vicaire invoque à la fois une nouvelle Saint-Barthélemy et la honte du régime de Louis XVI, qui d'ailleurs vient d'être emprisonné au temple avec toute sa famille. Alors la chasse parvient à Saint-Étienne en 1792. Et là, nous-mêmes, enfin, dans le livre, on a écrit en mars, moi j'étais pas trop d'accord, mais bon, il m'apparaît extrêmement clair que les ordres religieux étant supprimés en août 92, l'église Sainte-Geneviève était tout à fait intacte. La vieille abbatiale, avec sa fameuse chasse, était là. Et j'en veux pour preuve cette pétition. Discours prononcé au directoire du département de Paris en lui présentant une pétition contre le projet de déplacer la chasse. L'exemplaire, c'est un petit libellé en 7 feuillets que vous pouvez lire à la bibliothèque historique de la ville de Paris, qui est extrêmement intéressant, puisque je ne sais pas si c'est lisible en bas, mais on défend que la Constitution ne retient pas de religion nationale en France, et que donc le culte, c'est une propriété privée. Et je trouve que ça a des résonances actuelles formidables. Enfin, c'est une propriété privée, donc l'État n'a pas à s'en mêler, donc on n'a pas à dire que la chasse va être à tel endroit ou à tel endroit. C'est logique. Et cette date manuscrite que porte le document de la BHVP, c'est le 1er octobre, et ça me paraît plus vraisemblable que ce soit vrai. C'est une écriture ancienne, donc certainement elle peut être du 19e, enfin elle me paraît assez ancienne quand même. Et donc, moi je croirais volontiers que ce transfert de la chasse est postérieur donc à la proclamation de la Première République le 22 septembre 1792. En tout cas, la neuvaine de janvier 93 a lieu à Saint-Étienne, et alors là, il y a un document que vous pouvez regarder sur Gallica parce que c'est extrêmement amusant. C'est dans l'hebdomadaire de Prud'homme, Journal des Révolutions. Enfin, vous faites Prud'homme sur votre clavier, vous trouvez, on peut rentrer là-dedans. Donc, c'est dans le premier trimestre de 93, juste au moment de la mort de Louis XVI. Ça doit être la livraison d'avant, puisque c'est toutes les semaines, et bon, il raconte un peu tout ce qui se passe à la Révolution. Il décrit ironiquement la foule, les milliers de personnes qu'attire depuis la veille au soir la fête de Sainte-Geneviève pour voir la chasse dans son nouveau cadre qui est l'église Saint-Étienne-du-Mont. Il dit qu'il y a des milliers de gens qui sont venus de toutes les banlieues, de tous les quartiers de Paris, et qui ont dormi dehors, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer, on est en janvier quand même. Et lui déplore, puisque c'est un citoyen virulent, que justement la garde nationale soit obligée de s'occuper de faire le service d'ordre pour ces gens-là, au lieu de s'atteler à des tâches plus intéressantes. Mais c'est vraiment un récit ironique et très important à lire. Enfin, on comprend que donc, le succès du pèlerinage reste entier, même une fois que la chasse a quitté son fameux podium. Elle est malgré tout démantelée à la Monnaie le 9 novembre suivant, donc ça reste quand même toute l'année 93 dans l'église Saint-Étienne-du-Mont. On l'avait d'ailleurs placé en hauteur aussi. On avait fait la cérémonie de descente de la chasse dans l'église pour la neuvaine du début de l'année.
Et elle ne connaîtra pas d'autres neuvaines là, puisque les reliques sont brûlées en décembre et la chasse est démantelée. Il y a un procès verbal très très détaillé qui dit oh bah tiens, on a dit qu'il y avait plein de pierres précieuses, en fait il y en a plein qui sont fausses. Enfin, bon, c'est aussi très très amusant à lire ça. Donc toutes les reliques sont brûlées en place de Grève pour essayer je ne sais plus comment c'était dit, mais pour lutter contre la propagation de la superstition. Sauf une phalange qui avait été soustraite de la grande chasse en 92. En fait, quand elle est arrivée dans l'église Saint-Étienne-du-Mont, il y a des prêtres qui en ont mis une de côté et dont ils se servent après au moment de la reconstitution du culte. Alors la fermeture des églises parisiennes décidée le 23 novembre 1993, donc au moment où on brûle la chasse, enfin au moment où on brûle les reliques, à la semaine précédente, entraîne à Saint-Étienne-du-Mont la déportation de ces œuvres d'art. Donc les charrettes de marbre sont acheminées en quantité au dépôt des Petits Augustins et elles contiennent entre autres le ciborium de l'autel du Saint-Sacrement qu'avait décoré Germain Pilon, parfaitement documenté puisqu'on a la commande, la livraison. C'était une des singularités du travail sur cette église, c'est que tous les objets on a des contrats, si vous voulez, des commandes, c'est très intéressant. Alors voilà ce qu'il en reste, qui est au Louvre, bien entendu. Et également, on s'empare aussi de cette résurrection, d'une résurrection en terre cuite qui est aussi de Pilon, qui était aussi de Pilon, car on l'a perdu. Ce qui n'est pas perdu, c'était ce pourquoi elle avait été faite, cette terre cuite, c'était le modèle de cette commande de Catherine de Médicis pour la rotonde des Valois. Alors, ces marbres, ils sont au Louvre, ils sont magnifiques d'ailleurs, ils sont tout près des cariatides de Sainte-Geneviève. Ces objets qui ont été en terre cuite, que Sauval disait plus beaux que les marbres, parce que lui, il a comparé les deux, il se trouve que le Noir les a laissés en dépôt et jusqu'à ce qu'on lui demande de les donner à l'église d'Arpajon. Alors ça a été Arpajon en 1806 et puis les savants historiens de la fin du 19e siècle, je crois que c'est Coyec ou quelqu'un qui est comme ça, qui enquête là-dessus vers 1875 et qui constate que ça a disparu. Enfin ça a occupé les historiens avant nous de savoir si ça y était, parce que moi quand j'ai lu ça je me suis dit il faut aller à Arpajon voir si ça y est encore, si on les reconnaît. Pas du tout, c'est pas la peine, ça a été fait avant nous. Alors les épitaphes qu'on connaît par les textes, puisque vraiment toutes les descriptions de Sainte-Geneviève, de Saint-Étienne plutôt au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, décrivent par le menu toutes les épitaphes qui se trouvaient dans l'église, mais aussi par quelques documents graphiques, comme celle de l'avocat Perrault, qui était le père de Charles et de Claude Perrault, Jean-Baptiste Morin, chirurgien fin du XVIe siècle. Voilà, on les connaît aussi par des documents graphiques, tout ça a disparu, bien entendu. On embarque également les 17 projets de la tenture de Saint-Étienne, la vie du saint patron de l'Église, que La Hire avait dessiné en 1746 pour servir de modèle à donc une série de tapisseries extrêmement ambitieuses, puisqu'on voulait en faire beaucoup. On n'en a fait finalement que 5. Et parmi celles qu'on a faites, ces dessins étaient gardés au premier étage de la tour de Saint-Étienne, dans la salle de réunion des Marguilliers. Et ce dessin, je ne sais pas si on le voit bien, mais celui-là, il a été mis au carreau pour être agrandi en patron pour le tissage. Et ce patron, il se trouve qu'on l'a retrouvé, Madame Garguel-Hébert, qui est conservateur des antiquités objets d'art des Yvelines, l'a identifié et l'a fait mettre en 2012, c'est tout récent, dans la mairie de Villaines-sur-Seine, parce que ça avait longtemps orné le fond de l'église sans jamais que personne s'inquiète de ce que c'était. Dans les années 80, ça a abouti dans les réserves du musée de Chartres, et puis elle est retombée là-dessus tout récemment, enfin il y a moins de 10 ans. Elle l'a étudié et elle a fait le rapport avec les dessins donc ça, je trouve c'est extraordinaire. Donc ça a été restauré et c'est la mairie qui le garde pour le mettre en valeur mieux. Et ça mesure 1 mètre de long. C'est une chose monumentale, comme l'étaient les tapisseries à l'époque.
Alors, les œuvres restées en place dans l'église ne sont pas vandalisées contre toute attente, mais elles ont droit à une toilette jacobine. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de gommer les symboles chrétiens, si vous voulez. Alors là, ça nous a bien amusé. L'entrepreneur Lassalle, qui est au service de Lenoir pour emporter les œuvres au Monument français, il est mandaté pour opérer sur le jubé, et notamment les anges des portes latérales qui sont... c'est commandé en 1601, c'est pour ça que je vous mets la date au passage, la Pierre Biard, plus tardif que le jubé lui-même, qui est avant le milieu du XVIe siècle. Les anges des portes latérales, si on regarde, ça fait des jeunes gens, mais c'était des anges, et ils avaient des ailes, et là, on a la trace d'arrachement des ailes. Vous voyez, donc une fois où on était en haut, on a vu ça, on s'est dit, c'est formidable. Alors, quant à ceux-là, ceux de la façade du jubé du XVIe siècle, on leur a changé leurs attributs. Ils avaient des croix, des couronnes d'épines, et on leur a mis à la place des rameaux d'olivier et des palmes, comme ça, enfin voilà, des ornements plus neutres. La façade est en même temps dégarnie. J'ai réagrandi la gravure de Siveton pour que vous voyez le rapport avec ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque on s'imagine qu'il y a encore de l'ancien là pour les armes de Navarre en haut, non, tout ça était complètement nu. Et les statues qui étaient dans les niches étaient parties. La seule chose qu'on avait faite, c'est le sculpteur Desarts, en 1792, quand l'église est rebaptisée Sainte-Geneviève, avait fait cette modification du fronton avec SG, SE, pour qu'on voit bien de quoi il s'agissait. Alors, au moment du Concordat, l'arrêté sur la concession des temples, on peut lire ça aux archives de Paris, on affecte, on soumet, si vous voulez, les concessionnaires des temples, comme on dit ici, à l'autorité de l'architecte Jacques Molinos. Et ce nom m'a intéressé parce qu'il se trouve que dans les archives de Paris qui ont brûlé à l'Hôtel de Ville en 1871, comme un historien en avait publié une partie avant, enfin en tout cas avait publié un sommaire, on retrouve ce nom et il est payé, cet architecte, pour des travaux à Saint-Étienne-du-Mont. Donc des hôtels que je vais vous montrer juste après, je pense qu'on peut lui attribuer plus ou moins peut-être le dessin de ça. Donc on demande à ceux qui vont s'occuper de remeubler l'église, les églises en général, de bien se soumettre à cet inspecteur. Alors le curé de l'époque, c'est de Voisin. Ce curé concordataire, François Amable de Voisin, a son chœur inhumé derrière le chœur de l'église dans le déambulatoire face à la chapelle de la Vierge. Alors la photo est très mauvaise, mais enfin on voit ici repose le chœur, et puis on dit surtout évêque de Saint-Flour, parce qu'il avait été promu évêque de Saint-Flour juste avant sa mort en 1808, et il était devenu l'aumônier de Napoléon. D'où, je pense, cette promotion. Donc il est remplacé, en tout cas, cette date par l'autre prêtre qui va faire ça. Mais de Voisin lui-même fait énormément de choses pour l'Église et pour même un gros embryon de ce qu'on voit encore actuellement. D'abord, il va dans la crypte de l'abbatiale, il demande l'autorisation à son archevêque de profiter des fouilles de la crypte qui ont lieu à cette époque-là, avant la fin 1803. On est en octobre ou novembre 1803, donc il demande de récupérer le tombeau de Sainte-Geneviève. Il est d'ailleurs accompagné par l'abbé, le prêtre, enfin l'ancien abbé Rousselet, et quelques Génovéfins qui subsistent là dans le coin et qui authentifient la fameuse pierre de la chasse de Sainte-Geneviève. La démolition que je vous ai mise juste après, vous voyez, c'est pour vous montrer que les fouilles étaient pratiquées au moment où l'église existait encore. On a creusé pour voir ce qu'il y avait en dessous dans les tombeaux.
Donc la fameuse pierre du tombeau a désormais valeur de relique et on va l'installer à Saint-Étienne dans une nouvelle chapelle que je vous ai figurée ici en découpant un morceau de plan parce qu'elle est déjà comme l'actuelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas changé de forme. On a percé un mur entre les deux chapelles mitoyennes, l'ancienne chapelle Saint-Claude et l'ancienne chapelle Saint-Louis, et puis on a mis la pierre là. Et c'était déjà comme ça. Alors ça, c'est une gravure qui montre le monument érigé à la gloire de Sainte-Geneviève, comme c'est écrit, en 1803. Donc on est à la fin 1803. Et en fait, ce monument où on voit la Vierge implorée par la France et ici Sainte-Geneviève qui la présente, c'est en fait l'autel de cette chapelle, dont voici une gravure très très intéressante puisqu'elle nous montre le tombeau, la pierre du tombeau sous l'arcade qui séparait les deux chapelles comme maintenant, et on voit devant en plus les deux colonnes qui sont ici, dans lesquelles on peut reconnaître les colonnes prises à l'abbaye, marquées des armes de l'abbaye, et qui se trouvent maintenant de part et d'autre de l'entrée de la chapelle de la Vierge. Vous voyez donc leur emploi jusqu'à 1855, au moment où on redécore la chapelle telle que nous la voyons maintenant en néo-gothique, c'était comme ça que ça se présentait. Alors, quant à la chasse qui est en haut, là, ça m'a intéressé de trouver dans l'article de Madame Échalier une réflexion là-dessus dans le bulletin de 2010, parce que c'est certainement celle qui était utilisée au début du XIXe siècle. Parce qu'il y avait certes la pierre du tombeau, mais il y avait également besoin d'une chasse pour le fameux doigt qu'on avait récupéré, qui va d'ailleurs s'augmenter en 1808-1809 d'une collecte de reliques que fait le successeur de l'abbé de Voisin. On va rechercher dans différentes congrégations de France, il y en a qui viennent de Joire, ça vient de partout, qui a des cheveux, qui a des fragments d'os qui ont été prélevés au XVIIe siècle, donnés généreusement par justement les moines de Sainte-Geneviève. Donc cette petite chasse qui est quand même très très gothique pour le tout début 19e, mais ça peut être ça quand même. Et elle est perchée là, et elle est sans emploi. Madame Échalier explique qu'elle est vide, puisqu'elle l'a vue de près. Alors le curé de Voisin fait consacrer en mars 1806 le nouveau maître-autel qui est toujours en place, qui est un magnifique objet de marbre avec tout extrêmement luxueux. Et en même temps, on fait les nouveaux autels des chapelles que moi je trouve absolument splendides. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde bien, on voit une série, ils ne sont pas conservés dans toutes, mais dans beaucoup en tout cas, il y en a une bonne dizaine. Et c'est des faux marbres admirables. Regardez celui-là, qui est quand même plus empire, on ne peut pas. Vous voyez, même le tabernacle. Ils sont tous différents, et c'est ça que j'attribuerais volontiers aux travaux de Molinos. Alors, ce qui peut nous dater ça, c'est le fait, alors, vous voyez, deux autres là, celui de la chapelle du Crucifix, alors bien sûr, chaque fois on met un décor adapté, celui de la chapelle de la Sainte Famille, et on inclut dedans les tableaux que Napoléon a octroyés aux églises parisiennes en deux distributions, en 1806 et en 1811. Et lorsque l'on consulte les dossiers de restauration à la Coarque de ces tableaux, on voit qu'on les a rapetissés, qu'on les a rallongés pour entrer dans ces retables, qui étaient donc déjà préparés, si vous voulez. Et on choisit bien entendu ceux qui étaient faits pour aller avec les vocables des chapelles, puisqu'on a ordonné des nouveaux vocables à ces chapelles. Et là, par exemple, pour la chapelle Saint-Paul, qui se trouvait sur le côté gauche de la nef, on a maquillé ce Moïse d'Antoine Dieu, qui date des environs de 1700, on l'a maquillé en Saint-Paul. Ce qu'on voit dans le dossier de restauration de l'œuvre, mais je crois que ça a été découvert depuis la restauration d'il y a 20 ans, parce que on a mis en gros épître aux Corinthiens, parce que c'est Saint-Paul, mais en fait, la restauration a dégagé, abrégé des 10 commandements. Donc c'était bien Moïse. Ce que je trouve quand même formidable.
Voilà, alors ces tableaux, ils viennent de partout, bien entendu, c'est-à-dire qu'on n'a aucune certitude qui est le moindre d'entre eux qui viennent vraiment de l'église elle-même. Et, par exemple, le licherie a été fait pour un retable de l'église des Lazaristes au Faubourg Saint-Denis. Une fois de plus, on l'adapte, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. On voit que sur le dessin préparatoire qui se trouve dans le musée de Bergue dans le Nord, c'était prévu pour être un retable cintré. Là, on a besoin d'une chose rectangulaire, donc on lui rallonge les oreilles. Vous voyez, de même qu'on avait besoin d'honorer le Sacré-Cœur, donc on fait un Sacré-Cœur à la place du triangle de Jéhovah qui était là. Donc vous voyez, il y a une série de manipulations pour que le décor soit tout à fait bien convenable avec les lieux auxquels on le destine. Bon, le Quentin Varin, on sait qu'il vient de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, il est décrit par les historiens de Paris au XVIIIe siècle, donc il n'y a pas de mystère là-dessus. Et quant au Matthieu ou Louis le Nain, la naissance de la Vierge, elle venait de Notre-Dame de Paris, et on lui a rendu à Notre-Dame de Paris en 1964. Et alors en échange, parce qu'on fait un échange dans ces cas-là, on a été chercher une toile du XVIe siècle qui se trouve maintenant dans la deuxième chapelle en entrant et qui venait de Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Et Saint-Jacques-du-Haut-Pas l'avait reçu en 1804-5 très vite parce que ça faisait partie des choses que les troupes de Napoléon avaient embarquées à Padoue. Enfin, donc c'était vraiment le fleuron des cadeaux qui étaient parvenus à l'église, mais bon, il n'est plus là. Et là, je vous montre cette photo d'ensemble pour vous montrer ces grands tableaux, parce qu'eux ont un destin un peu différent. On a écrit une chose qui est fausse, c'est qu'ils avaient été retrouvés au Halles comme au vent d'étals de marchandises. C'est pas vrai du tout. Ils faisaient partie de ce qu'on avait déstocké des dépôts de la ville, enfin des dépôts nationaux de Lenoir, enfin dépôt de Nesle, on l'appelait. En 1797, il y avait une grande vente pour rapporter de l'argent à l'État. Et il y a des antiquaires, des marchands qui ont acheté ces choses-là. Et en 1810, l'un de ces antiquaires, qui avait acheté des masses de ces œuvres, refait une vente à Paris. Et c'est le cardinal Fesch, l'oncle de Napoléon Ier, archevêque de Lyon, grand aumônier de France, qui achète un lot absolument gigantesque. Et dans ce lot gigantesque, il destine à Saint-Étienne-du-Mont 3 des œuvres, parce que justement, c'était la voisine de Sainte-Geneviève. Donc, en avril 1811, on donne à Saint-Étienne le Largillière, ex voto, peint en 1696 pour la procession de 1694, et le de Troyes, ex voto de 1726 pour la procession de 1725. Alors, comme la liste qui a été admirablement publiée par Antoine Chappert des acquisitions du cardinal Fesch comprend le Jean-Baptiste de Champaigne qui vient du réfectoire du Val-de-Grâce et qui a été peint vers 1662 pour cet endroit, en complément de tout un programme cintré également, comme cette toile-là, de Philippe de Champaigne, son oncle. Je pense que ça fait également partie des cadeaux. C'est arrivé en même temps que les deux grands ex-voto. Alors, on s'occupe aussi de récupérer, dès que le musée des monuments français ferme, on s'occupe de récupérer l'épitaphe de Pascal, alors qu'il ne reviendra pas, parce que quand on regarde ce qui se rapporte à lui dans l'église, c'est pour ça que je vous ai mis ce beau portrait par Philippe de Champaigne, c'est tout à fait moderne. En revanche, celle qui est ancienne, c'est celle de Racine, qu'on avait retrouvée en 1808 dans le sol de l'église de Magny-les-Hameaux, à côté de Port-Royal-des-Champs, là où Racine avait été enterré, bien que son corps ait été ramené à Saint-Étienne-du-Mont en 1711, son épitaphe rédigée par Boileau y était restée et on la redonne à l'église en 1818. Elle a d'ailleurs changé de place plusieurs fois et elle est du côté des ex-voto maintenant, avec celle de Pascal en vis-à-vis, mais qui n'inspire guère confiance. Alors à partir de la Restauration, on va commencer à
commander des œuvres d'art. Ça, c'est le préfet Chabrol qui s'occupe de cela. Le préfet Chabrol a été nommé par Napoléon en 1812, mais il reste en poste jusqu'en 1830. Et donc son action consiste à commander des œuvres pour chaque église, et on a une partie de la liste qui a été commandée à ce moment-là, publiée par un de ses adorateurs en 1833, mais il y a entre autres le Abel de Pujol, le triomphe de Saint-Étienne, l'apothéose de Saint-Étienne, qui est passé à Saint-Thomas d'Aquin en 1856, puisque tout ce décor est mobile, et ça ne cesse pas de bouger. On a également fait en 1824 pour l'église ces deux vertus immenses, elles ont 2 mètres et quelques de haut, qu'on voit dans les premières chapelles en entrant maintenant, mais qui ont navigué dans l'église elles aussi, et qui sont donc l'espérance, et l'espérance ici avec l'encre, et la charité avec les petits-enfants. Et celle de Brun d'ailleurs était faite pour la chapelle des Fonds, et lui-même avait été le dernier Sylvestrin, il a été le dernier baptisé sur les fonds baptismaux avant que l'église ne ferme en 93. On commande aussi, par exemple, on achète l'œuvre exposée par Amélie le Grand de Saint-Aubin, très mignonne dame, née en 1798, donc très jeune en 1827. Elle expose cette déposition de croix au salon, et on la lui achète pour l'église. Elle y est toujours, elle est au pied de la tour, enfin en entrant à gauche, et je trouve que c'est une toile de très grande qualité, c'est très très intéressant. Elle a fait le portrait du curé de l'époque aussi en 1830, donc ça lui a peut-être valu d'autres commandes. Et enfin, la mise au tombeau de Saint-Benoît-le-Bétourné, église fermée, devenue transformée en théâtre en 1830, donc avant qu'on la transforme en théâtre et qu'on la détruise un petit peu plus tard en 1856, on vend son mobilier. Donc le curé Bruyard achète ce groupe en 1825 pour le placer dans l'église, et il est toujours là. Et on a l'acte qui nous le date, puisque Guy-Michel Leproux a publié cet acte qui se rapporte à la peinture de ce groupe de terre cuite. Bon, et je termine sur une chose qui déborde juste le petit cadre, c'est l'héritage de l'école polytechnique, puisqu'on a quelques œuvres qui ne sont pas toutes identifiées, mais en tout cas cette tapisserie qui se trouvait dans les collections de Fouquet, c'était confisqué à Fouquet au château de Vaux-le-Vicomte en 1661, c'est l'un des actes des apôtres en petit tissé d'après Raphaël. Elle est magnifique, elle est intacte, et on sait que Charles X l'avait prélevée dans le mobilier national pour la donner à l'école polytechnique. Donc c'est clair que ça en vient et que c'est arrivé là à cette date-là. Donc je vais passer la parole à Tamara, qui elle va parler plus spécifiquement des destins très très extraordinaires des vitraux du Charnier. Et donc je ne sais pas comment on sort de ça, mais c'est vous qui allez le faire. Je sais pas. Excuse-moi, comment j'arrive à fermer celui-ci? Ah, là. Bon. Oui, il est là-dessus. Bon, là encore. Bon, c'est pas génial quand même. Donc affichage, la dernière ligne. En bas. Affichage, là, et la dernière ligne. Bon, au moins, c'est comme ça, voilà. Ça va? Ouais, ça va aller. Merci. Alors, merci beaucoup à l'association de m'avoir donné la possibilité de vous présenter le cas des vitraux des Charniers de Saint-Étienne-du-Mont. Alors, les vitraux des Charniers, mis en place de 1612 à 1622, remplissaient à l'origine les 24 ouvertures des galeries encadrant le chœur de l'église.
que je vous montre là sur le plan. Sauf de petites réparations et le transfert de 2 des vitraux dans l'église à cause de la construction d'une nouvelle sacristie, le XVIIIe siècle n'a pas apporté de grands changements à l'ensemble. En témoignage, la description du vitrier Pierre le Vieil, publié en 1794, qui est presque identique à l'inventaire qui mentionne ces vitraux au début du XVIIe siècle. Mais pour ces œuvres d'art, comme pour les autres, la période de paix finit avec la Révolution. Commence alors pour les verrières des Charniers une sorte d'odyssée avec des présumés héros et des dangers voyages que je vais vous raconter. L'un des personnages les plus importants de cette épopée est, c'est comprenable, c'est Alexandre le Noir. Beaucoup de ses contemporains ou successeurs ont chanté les éloges de l'homme qui aurait sauvé les œuvres d'art de la barbarie. On verra bien que son héroïsme n'était pas sans tache. Les vitraux des Charniers des paroisses de Paris présentaient une proie bien attirante pour les activistes de la Révolution. Premièrement, ils étaient faciles à saisir, se trouvant à portée de main. Deuxièmement, la plupart datant de l'époque classique, ils répondaient mieux à leur goût que les œuvres médiévales. Ainsi, les vitraux enlevés à Saint-Étienne-du-Mont, dont parle une source, provenaient des charniers de l'église. Ce document nomme l'entrepreneur Lassalle encore, qui a démonté les verrières avec beaucoup de précautions pour ne point les détériorer rapport à leur beauté, rareté et curiosité. Il les aurait mis dans des caisses garnies de paille et transportés au dépôt des petits Augustins. Le démontage a-t-il été ordonné en haut lieu ou bien était-ce l'initiative de Lenoir lui-même? Mon enquête dans les procès-verbaux de la Commission temporaire des arts de 1793 reste sans réponse. Aucune déclaration officielle ne traite des verrières des Charniers et seules les notes d'Alexandre Lenoir racontent leur destinée. 2 notices datées du 9 et du 14 novembre 1794 ont pratiquement le même libellé. J'en cite une. J'ai reçu du citoyen boulanger employé par les travaux publics les vitraux du cloître de Saint-Étienne-du-Mont, le tout en 19 voyages faits par le citoyen Lassalle. Dans sa notice historique des monuments des arts, Lenoir écrit « Les vitraux de Saint-Étienne-du-Mont, peints par Robert Pinécrier, offrent une des plus riches collections qui soit sortie de son pinceau. Ils ont été sauvés de la barbarie et sont tous au dépôt. Pas d'autres sources écrites ou visuelles ne soulignent la vraisemblance du terme « tous ». Il y a sans doute eu des pertes dans la série au moment de son transport, car dans une autre notice, Lenoir lui-même parle de débris et d'une collection incomplète. Peut-être a-t-on tiré profit de la confusion révolutionnaire pour vendre quelques objets à des étrangers intéressés, ce qui s'est fait en d'autres lieux malgré la commission conservatrice des monuments cherchait de les garantir des mains des ignorants et de prévenir les ventes inconsidérées qui en dépouilleraient la nation. Désolée pour mon français, j'espère que ça vous allez comprendre quand même. Après l'ouverture du musée des monuments français en 1795, 2 des vitraux ont été sortis du dépôt des Petits Augustins pour être exposés. Un des chargés de la restauration et de l'entretien des œuvres sur verre est le vitrier Jean-François Tailleur, nom à retirer pour le futur destin des vitraux des Charniers. Normalement, Tailleur ne documente que des groupes d'objets, en gros, et il n'indique pas de quelles œuvres il s'agit, sauf dans une note de l'année 1800. Alors, je vous ai mis Alexandre Lenoir, n'ayant pas
de portraits de tailleurs. L'esquisse au coin de la feuille, que je vous montre ici, montre 2 compositions de plusieurs panneaux rectangulaires avec des lunettes rondes très similaires aux vitraux des Charniers. Dans le texte, Tailleur parle de 2 tableaux, l'un montrant le déluge universel, l'autre la résurrection générale, qu'il a nettoyé, restauré et complété dans les parties hautes. Le noir ne mentionne que les mêmes compositions dans son registre d'inventaire des objets exposés et dans son histoire de la peinture sur verre, le jugement dernier et la fin du monde, exécuté selon lui par Pinaigrier. Le noir en a laissé une description qui aide à imaginer ces vitraux. Sur la fin du monde, que Pinaigrier a peint d'après Tempeste, il a employé toute la magie dont la peinture sur verre était susceptible. Les personnages sont finement exécutés, les poissons, la mer, une girafe, et en général, tous les animaux, ils sont exécutés de main de maître. Alors je vous dis, j'ai cherché pas mal de girafes dans les vitraux, malheureusement, j'en ai pas encore trouvé. Alors, si jamais vous trouvez un vitrail à la girafe, dites-moi. Avant le noir, Pierre Le Vieil précise encore mieux ce que représentait ce vitrail. La variété des objets qu'il renferme, l'obscurité que laissent les astres qui tentent du firmament, la confusion des éléments, la frayeur de tout ce qui habille dans l'air, sur la terre et au sein des eaux, qui touche au moment de sa destruction, hommes de tout sexe et de tous états, animaux, poissons, oiseaux, bâtiments, monuments de toute espèce, fruits de la nature et de l'art, prêts à rentrer dans le néant. Cette surprenante variété est caractérisée avec une expression qui saisit le spectateur d'effroi de la vue de ces sujets de terreur et d'admiration pour le travail de l'artiste qui a si bien peint et si heureusement colorié sur le verre. Alors, bien une éloge sur ces vitraux. Ces descriptions rappellent un sujet iconographique répandu surtout à la fin du Moyen-Âge. Les 14 signes, 15 signes, précurseurs du jugement dernier, décrits par Bède le Vénérable dans sa légende dorée, et traités par différents artistes. Je vous montre juste un exemple anglais ici. Peut-être y avait-il également une influence des représentations de l'Apocalypse, comme celle des verrières de la Sainte-Chapelle de Vincennes. Voilà un exemple. Pour le jugement dernier, les 2 auteurs, Le Noir et Le Vieil, mentionnent Jean Cousin comme inventeur de la composition. Comme a bien dit Madame Gatouillat, on abusait alors beaucoup de ce nom mythique, donc attention là-dessus, mais c'est ce que pensaient les gens. Il est d'ailleurs possible que le sujet ait ressemblé à la toile du jugement dernier que Jean Cousin, fils, avait créée en 1585 pour les Minimes de Vincennes, exposée au Louvre aujourd'hui. Dans une fenêtre de la nef de Saint-Étienne-du-Mont, nous est parvenu un fragment du jugement dernier peint à l'émail, de la même époque que les vitraux des Charniers. Mais la taille des fragments et la manque de ressemblance avec le tableau de Cousin auquel renvoient ceux qui ont vu le vitrail me laissent un doute pour la provenance des Charniers de ce Christ avec quelques assasseurs du jugement, bien que la technique et le style rendent plausible cette possibilité. Les 2 vitraux perdus étaient exposés dans les galeries du cloître des Petits Augustins. Malheureusement, aucune des vues que je connais, dont on dispose, ne révèle leur apparence. La perspective et le cadre empêchent de le voir. Alors, il manque toujours un bout. On ne sait pas trop si c'est dans cette galerie-là ou dans une autre par les descriptions. On perd complètement trace des autres vitraux des Charniers restés en dépôt. Il est seulement question de plusieurs panneaux de vitres peints sans précision. Après la ratification du Concordat en 1801, on commence à restituer les œuvres d'art à leurs anciens propriétaires. Dès cette époque, certains nomment le Musée des Monuments Français un cimetière de l'art et accusent son directeur de vol.
On verra que ces critiques n'étaient pas infondées. La paroisse de Saint-Étienne-du-Mont exprime très vite le désir de retrouver les vitraux des Charniers. L'archevêque le fait savoir au ministre Chaptal, qui transmet à Lenoir le 11 août 1802. Je cite, « Monsieur l'archevêque de Paris demande que les vitraux peints enlevés des Charniers de Saint-Étienne-du-Mont et maintenant déposés au musée des monuments français soient rendus à cette église, attendu que le local des Charniers est absolument nécessaire au curé pour l'exercice de ses fonctions et qu'il ne peut en faire usage dans son état actuel. Avant de statuer sur cette réclamation, je vous invite, citoyens, à me faire connaître si les vitraux qui en font l'objet peuvent être rendus sans préjudice à l'ornement des salles destinées à recevoir les monuments des différents siècles dont se compose le musée. La réponse doit avoir été peu satisfaisante aux solliciteurs, mais elle prouve à quel point les verrières étaient chères à Lenoir. Le 13 août, le directeur du musée écrit, je cite en partie, « Il m'est impossible de satisfaire à la réclamation qui vous a été adressée par l'archevêque de Paris. Premièrement, les débris de ces vitraux que j'ai conservés sont essentiellement nécessaires à ma collection. Deux grandes parties, alors, les deux dont je vous ai fait la description, deux grandes parties sont restaurées et mises en place. Deuxièmement, ces vitraux, fabriqués en 1600 environ, d'après plusieurs maîtres français, ont été exécutés par les frères Pinicrier et sont les seuls authentiques que nous possédons de ces maîtres. Troisièmement, les vitraux de Saint-Étienne-du-Mont, déposés en 1793, ont été non seulement fort endommagés, mais encore ils sont incomplets. Alors le tout, voilà, à en douter. Enfin, il coûterait beaucoup plus de les remettre en place et de le réparer qu'à fermer les croisées des Charniers avec des petits panneaux de verre blanc dont le prix est très peu de choses. J'ai réuni plusieurs de ces petits panneaux que je remettrai au curé de Saint-Étienne-du-Mont avec des débris de ceux des Charniers qui ne peuvent être utiles aux arts. Je pense, citoyen ministre, qu'il convient de conserver aux arts cette suite de peintures dont j'ai porté la collection au complet et de non point détacher ces pièces, ce qui détruirait l'ensemble d'une suite unique en Europe et qu'il serait impossible de remplacer à présent. Peu après, Lenoir semble avoir été réduit à rendre au moins une partie de ses vitraux, en tout cas plus que les débris de ceux qui ne peuvent être utiles aux arts. Mais les documents, encore une fois, ne sont pas explicites sur le nombre et les sujets des vitraux restitués. Alors, je saute là, c'est juste, il dit qu'il donne non seulement des débris de Saint-Étienne-du-Mont, mais aussi des débris des Charniers de Saint-Paul, ce qui prouve déjà que ce n'est point la totalité des vitraux originaux, s'il faut les remplir avec d'autres pièces. Alors, comment interpréter la totalité des vitraux nécessaires à la garniture des croisées ? Voilà, déjà, les vitraux de Saint-Paul prouvent que ce n'est pas la totalité. De plus, les deux sujets exposés au musée, connus par un large public, ne se trouvent dans aucune description des vitraux de Saint-Étienne après 1802. Il est probable qu'ils sont restés chez Lenoir et que seule la plupart des pièces du dépôt, moins estimées, ont été rendues. On ne perd pas seulement trace du jugement dernier, de la fin du monde après 1802, mais aussi d'environ la moitié du cycle connu par l'inventaire du XVIIIe siècle. Lenoir en a-t-il gardé une partie dans sa collection privée, qui semble d'ailleurs plus ou moins confondue avec la collection officielle du musée. Le catalogue de vente de cette collection privée en 1837 ne contient aucun renvoi aux vitraux de Saint-Étienne. Mais entre la restitution partielle en 1802 et la vente en 1837, ils ont pu changer de propriétaire.
l'argumentation de Lenoir, de non-point détaché de pièces, ce qui détruirait l'ensemble d'une suite unique en Europe, semble relative lorsqu'il s'agissait de revendre ces objets à son propre avantage. Voici comment les vitraux des Charniers ont continué leur voyage aux quatre coins du monde, après avoir séjourné aux Petits Augustins, excusez-moi, et quelques possibles destinées. Dès 1783, 93, sont documentés de vente des objets du dépôt qui produisaient d'énormes sommes. De plus petits déstockages ont aussi eu lieu tout au long de l'existence du musée. Des correspondances entre Lenoir et d'autres hommes influents montrent bien comment ces œuvres trouvaient leur voie hors du dépôt, vers des mains le plus souvent anonymes. D'après ces documents, Lenoir considérait les vitraux comme des biens transportables, aussi propres au commerce ou à l'échange que d'autres œuvres d'art. La destination en était non seulement des personnages privés, mais également des institutions, surtout après la fermeture du musée en 1816. Le catalogue des collections du musée de la manufacture de Sèvres, datant de 1845, indique qu'Alexandre Lenoir a fourni en 1823 le lot suivant. Portion de vitrail en peinture d'après, c'est-à-dire en émail, représentant un cancer religieux exécuté par Nicolas Pinécrier d'après Blomart. Il y a les mesures également de l'église Saint-Étienne-du-Mont. La technique et l'attribution courante à Pinécrier prouvent qu'il s'agit bien d'un fragment des Charniers. Il se trouve toujours au musée, le voici. J'espère qu'on peut au moins deviner. L'inscription sur les losanges reproduit le texte du catalogue. Ajoutons que la provenance des Charniers est confirmée par la mention d'un vitrail de l'histoire de Daniel dans l'inventaire du XVIIIe siècle. Et encore une fois, le vieil en parle. Il dit « Parmi les vitraux, on ne peut se lasser d'admirer celui qui représente la cruelle audace de Nabucodonosor. Oh, j'adore ce nom. Nabucodonosor. Lui, il dit Dinosaure. En annonce, c'est Nebuchadnezzar. Qui, voulant faire adorer par les Israélites la statue d'or qui s'était fait élever, irrité de courageuse résistance des compagnons de Daniel, qui l'avaient fait conduire captif à Babylone, les fit jeter vivants dans une fournaise ardente. D'où l'Écriture sainte nous apprend qu'ils sortirent sains et saufs. Si on recourt au texte biblique, on devine que le fragment du musée de Sèvres que vous voyez ici faisait partie de cette image. Le texte dit « Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabucodonosor. » Alors, vous voyez à peu près la même sélection d'instruments et les personnages en adoration. Donc, je crois que ça pourrait faire partie de ce vitrail. Voilà à peu près ce à quoi aurait pu ressembler la composition originale. Rappelons maintenant une déclaration de Lenoir sur les œuvres d'art françaises, je cite, « Passer dans le gouffre qu'on appelle Angleterre ». On verra que ce gouffre était plutôt une mine d'or pour le directeur du musée, ce qu'il n'a jamais aussi dit officiellement, bien évidemment. L'échange entre l'Angleterre et la France florissait après le paix d'Amiens. Des masses d'œuvres d'art sécularisées étaient abordables pour les acheteurs anglais. Deux d'entre eux commerçaient surtout avec la peinture sur verre, un certain John Christopher Ham et son partenaire William Stevenson. Un carnet de notes conservé au Fitzwilliam Museum de Cambridge et plusieurs catalogues de vente font voir l'immense masse de vitraux français et allemands ayant changé de propriétaire par le biais des deux Anglais. Ham a noté dans ce carnet une liste de fragments de verre sous le titre Off-Tailleur, c'est-à-dire Jean-François, le vitrier du musée des monuments français.
Alexandre Lenoir y figure également comme vendeur de vitraux. La liste des sujets est très fragmentaire. Tout de même, quelques entrées éveillent l'attention quand on a en tête les représentations des vitraux des Charniers connues par d'anciennes descriptions. Premièrement, il y figure l'achat d'une Destruction of the Idols et plus loin la vente d'une Destruction of Idols Daniel. Les marchands ont pu faire une erreur iconographique en prenant l'adoration de la statue du roi Nabuchodonosor pour une destruction d'idoles. Certes, il en est question dans le livre de Daniel, mais elle est rarement représentée, donc il est très possible que la note désigne un fragment des Charniers, provenant du même vitrail que la pièce que vous voyez ici. Malheureusement, on ne connaît pas l'acheteur de cette œuvre, donc impossible de vérifier. Sous la mention « Of le Noir », le carnet énumère aussi une « Elevation of the Host » et plus loin « Christ given the Host », les deux pouvant être mis en relation avec les Charniers, tout en restant prudent. Hem, n'étant pas anglophone d'origine, on peut présumer une erreur grammaticale, car Jésus recevant l'hostie serait un sujet assez bizarre. En revanche, le don de l'hostie par Jésus est plus vraisemblable. On connaît la source iconographique de plusieurs vitraux des Charniers. Ce sont des gravures sur cuivre de Léonard Gautier figurant dans un traité théologique. Voici la comparaison d'une verrière de son modèle avec son modèle graphique. Vous voyez qu'on a adopté dans le détail près les gravures de Gautier. Sachant que Lenoir et son employé tailleur ont vendu des œuvres d'art à Hemd et Stevenson, sachant de plus que cette représentation que je vous avais mis, attendez, voilà. Sachant que cette représentation ici existait dans le cycle original, il est tout à fait possible que le Christ given the Host désignait la pièce, le panneau correspondant à Saint-Étienne-du-Mont. Mais encore une fois, l'acheteur de la pièce est inconnu, elle n'a pas pu être identifiée jusqu'ici. En revanche, il y a une trace de l'élévation de l'hostie achetée à Lenoir. C'est pas facile à deviner, je suis certaine, mais je n'ai que cette toute petite photo, donc désolée. À Norfolk, en 1809, un certain Sir William Jerningham avait bâti une chapelle décorée de vitraux français et allemands achetée aux deux marchands d'art. Une ancienne photographie, la chapelle n'existe plus, montre un vitrail fait d'anciens panneaux de toute provenance. Tout en bas était incorporée une élévation. Vous devinez, j'espère. Un prêtre assisté d'un acolyte célèbre l'Eucharistie en montrant l'hostie. En 1913, le décor de la chapelle a été vendu et l'antiquaire Thomas Crossvan a acheté la plupart des verrières. Malheureusement, les recherches sur lui n'ont pas fait retrouver la pièce. D'après la photo et la description d'un chercheur qui a vu l'original, il s'agissait d'un vitrail peint à l'émail. Cette technique et le style correspondent aux vitraux de Charnier, comme les costumes des personnages, la mode à l'espagnol de l'époque Henri IV. Bon, c'est difficile, c'est clair. Le sujet eucharistique confirme aussi la provenance des Charniers, car c'est bien le fil conducteur de ces verrières. En regardant de près, ce fragment peut être relié à deux des vitraux d'origine. Dans la galerie sud subsistent des fragments latéraux d'un vitrail qui figure où figurent des fidèles en adoration, que vous connaissez sûrement en entrant dans les Charniers. Ce sont des parties d'une gravure de Léonard Gautier ayant servi de modèle. Vous repérez sûrement sur le modèle. Au milieu, on voit un prêtre dans le même type de dalmatique que sur le fragment de Costici Hall. En comparaison, le prêtre avec la croix sur le dos. L'autel, les chandeliers et le manuel sont aussi comparables.
Mais le fragment de Saint-Étienne-du-Mont et de Costici Hall ne se raccorde pas en ce qui concerne la perspective. Vous voyez pour les rideaux et l'hôtel que ça ne s'adapte pas. Alors, ça ne peut pas provenir de là. Il y a une autre possibilité. Une autre gravure du même livre était transcrite dans une verrière des Charniers. L'adoration de l'hostie exposée dans un ostensoir. Normalement, les vitraux sont très fidèles au modèle graphique. Pourtant, il existe quelques petites modifications. On pourrait penser que le fragment anglais présente une adaptation de la gravure que vous voyez ici, où l'hostie exposée lors d'un salut du Saint-Sacrement serait remplacée par la célébration du sacrement. Ici encore, la provenance de Saint-Étienne-du-Mont de ce fragment reste hypothétique. Les catalogues de vente où figurent les pièces vendues par Hemp et Stevenson offrent une autre piste pour retrouver ces vitraux des Charniers. Manque de chance, les sujets sont mentionnés de façon sommaire et les mesures figurent rarement, rendant impossible d'attribuer avec certitude telle crucifixion ou telle annonciation à Saint-Étienne-du-Mont. Là encore, il y a juste quelques indices qui pourraient indiquer cette provenance. Par exemple, dans le catalogue d'une vente à Norwich et Londres en 1804 figure, je cite, « Some inimitable specimens by Nicolas Pinégrier ». Alors encore. Le catalogue d'une vente de 1808 comprend 187 rubriques. On y encore lit le nom de Pinégrier, auquel on attribuait généralement les vitraux des Charniers, entre autres pour une pièce montrant Adam and Eve in Paradise. Voilà une image qui existait à Saint-Étienne-du-Mont. C'est encore la gravure qui a servi de modèle. Le lot numéro 81 est le plus curieux. C'est une armoirie, je cite, « with a fly curiously animaled ». Une mouche mise en émail, peinte à l'émail. Cette mouche prend son sens quand on lit la description de Pierre le Vieil de sa restauration des vitraux des Charniers en 1734. Je cite, « On venait de remettre en place les panneaux du vitrail du banquet. Le marlier, superviseur des travaux, arrive, observe, et crie aussitôt à la négligence. Ne sont-ce pas là des vitres bien nettes? Que fait là cette mouche? Et il fait beaucoup, monsieur, en faveur du peintre, puisque la simple imitation de cette mouche a paru pouvoir vous autoriser à me taxer d'une négligence. Il n'en veut rien croire. Il s'emporte, il mouille, il essuie, il gratte. Mais la mouche reste et restera sans doute longtemps pour en tromper d'autres qui s'appliqueraient à y regarder d'aussi près. Le vieil dessine donc un vitrail avec une mouche en trompe-l'œil, peut-être celui qui figure dans le catalogue de vente de 1808. Une trouvaille de Jean Joost Kahn, un collègue belge que Madame Gatouya m'a fait parvenir, vous montre que ce type d'image existait absolument, donc peut-être les fragments du puzzle qui vont ensemble. À leur retour à Saint-Étienne-du-Mont, les vitraux ayant séjourné au musée des monuments français, du moins ceux qui n'ont pas été vendus, ont été remplacés dans les Charniers, ce que documentent plusieurs images du XIXe siècle. Alors vous voyez qu'on a mis les fragments en capriccio, ce qui restait. En 1834, on les retransporte dans l'église, ce que prouve un autre tableau des années 1830. Vous voyez la même perspective, par contre, là, les vitraux ne sont plus là. Il s'agit cette fois de les protéger de nouveaux prédateurs. Je cite, « En 1832, pendant les troubles, l'église étant restée abandonnée, les vitraux furent brisés à plaisir ou enlevés. Le vieux sacristain nous a raconté que le premier venu pénétrait partout, choisissant un morceau à sa convenance, le décellait et l'emportait sans qu'on lui dît rien. Parmi ceux
qui sont intéressés à ces vitraux, l'historien Guillamy mentionne dans le nef de l'église, je cite, le péché originel et l'expiation par le sacrifice de la croix. On peut y voir la transcription de la gravure de Léonard Gautier, déjà évoquée lors des ventes de Hemp and Stevenson. Par contre, si Guillamy a vu de ses propres yeux cette image à l'église, la pièce Adam and Eve in Paradise, vendue par les Anglais en 1808, n'est pas le même. Combien de bifurcations et d'allées et de retours pour retracer l'odyssée de ces vitraux. On ignore où se trouve aujourd'hui le fragment du paradis signalé par Guillamy. En revanche, ma quête de détective a été couronnée de succès en ce qui concerne un bout de la partie basse du même vitrail. Dans une chapelle privée à Marston Bicket, dans le Somerset, alors encore dans le gouffre d'Angleterre, j'ai trouvé ce panneau qui reproduit exactement la gravure de Gautier. La série des gravures de la conférence des figures mystiques a été peu diffusée et on ne connaît pas d'autre emploi dans l'art qu'à Saint-Étienne, premier argument en faveur de sa provenance. De plus, les couleurs et les mesures correspondent bien aux verrières des Charniers. La chapelle anglaise a été érigée en 1844. D'autres vitraux qui l'ornent n'ont quitté leur lieu d'origine qu'en 1824, ce qui mène à conclure que le panneau a trouvé le chemin de l'Angleterre, non pas par le biais de Lenoir, Hemp and Stevenson, mais par le libre service qu'était l'Église au début des années 1830, à ce qui semble. À travers ce dernier exemple, on comprend que la composition pluripartite des vitraux, que vous voyez sur la gravure, a favorisé leur dispersion. On pouvait très bien en extraire des morceaux faciles à transporter, à vendre et à réemployer. Le contexte original en était alors perdu, mais les amateurs du XIXe siècle appréciaient aussi bien une scène de paradis, un baptême ou un Christ en croix, sans encadrement complexe. Les œuvres elles-mêmes, les événements politiques et les agissements des hommes ont tissé une folle histoire d'enlèvement, de vente, d'achat, de perte, de trouvailles. Je suis certaine que l'épopée n'a pas encore atteint sa fin. Qui sait sur quelle rive apparaîtront dans le futur d'autres morceaux des Charniers de Saint-Étienne-du-Mont. Nous remercions très chaleureusement, je ne sais pas si ça marche, Madame Tamara Engert et Madame Gatouya de nous avoir fait découvrir les extraordinaires destinées de ce patrimoine religieux fort inattendu. Merci. Si vous avez des questions, nous proposons de les poser afin que nos deux conférencières puissent y répondre. Avez-vous des questions sur... Oui. Je voudrais savoir pour quel profit M. Lenoir en fait. Est-ce pour ses biens nationaux? Est-ce pour ses biens propres? Les deux. Les stockages des pôles nationaux commencent avant même l'ouverture des musées du mouvement français. On emmagasine au magazine et on garde une sélection quand on ouvre le musée en 1995. Alors, tout ce qui n'est pas dedans, les collections vont d'ailleurs bouger. Il y a des choses qui sont exposées à un moment, qui on va les retirer, on met autre chose quand on a trouvé mieux. Enfin bon. Mais dès 1997, pour cette vente de tableaux gigantesque, par exemple, parce qu'il y en a des milliers à la fois là, qui sont écoulés, qui sont des tableaux églises de Paris, il y a des châteaux, des voisinages, des hôtels particuliers, de l'argenterie, bien entendu, oui, parce que nous on parle des œuvres d'art religieuses, mais oui, tout à fait. Et ça part en vraiment entier. Alors, au départ pour le profit d'État, et puis quand justement le noir
traficote un petit peu pour lui-même, en particulier pour les vitraux, où les amateurs sont essentiellement étrangers et essentiellement anglais, parce que là-bas, il y a un marché. Déjà depuis le milieu du XVIIIe siècle, alors qu'en France il était inexistant, et en Allemagne quasiment aussi d'ailleurs. Les fameux Hamp et consorts avaient imaginé un trafic triangulaire avec du jambon de Cologne. Il y avait du jambon de la vallée du Rhin qui était vendu en France et il repartait en Angleterre avec les vitraux. Si vous voulez. Alors, pour nous, c'est une mine d'or. Ce que peuvent nous apprendre les collègues anglais, je ne sais pas comment Tamara, vous êtes trop tombée sur le morceau de Marston Bigog, là, mais par pur hasard. Bon, parce que nous aussi, on est tombé sur des choses par pur hasard, et qu'on a retrouvé les vitraux français du Temple, de l'église du Temple, enfin, on était enfermé Louis XVI. Bon, les vitraux sont acquis en Angleterre avant 1812 et ornent depuis 1816 une église de la région de Cambridge, où on a été les voir, on les a photographiés, c'est à Southwell, et une autre partie des mêmes sont à Bristol, dans la chapelle du Lambert. Vous voyez, enfin, c'est... Ah oui, alors ça, ce sont d'autres circuits, mais c'est quand même toujours des choses qui ont transité par l'Angleterre avant d'émigrer aux États-Unis, sauf cas exceptionnels de ventes qui ont eu lieu en 1970. Par exemple, il y a un grand collectionneur français qui est mort pendant la guerre, qui était un verrier d'ailleurs à César. La collection est vendue vers 70, 69, 70, j'ai le catalogue chez moi, mais je me souviens que la conservatrice de la collection des cloîtres, de la collection du musée des cloîtres, Jenny Ward, pour ne pas la nommer, était venue déguisée avec une perruque et des lunettes noires pour que les collègues français ne la reconnaissent pas. Et donc elle a acheté du tableau français à ce moment-là, parce que c'est pas très vieux, c'est un demi-siècle. Donc c'est jamais très très officiel, mais en même temps, voilà, je pense que c'était parfaitement toléré que le noir, qui était le seul à s'intéresser à la peinture sur verre à son époque, parce qu'il écrit une publication sur la peinture sur verre, rééditée 36 fois, mais déjà avant l'instauration du Premier Empire. C'est très singulier, parce que ça n'intéresse vraiment pas grand monde à l'époque. Il dit beaucoup de bêtises, mais enfin, entre autres, peste, etc., l'attribution à Pénégrier. Quand on dit Nicolas était mort avant qu'on commence à faire les vitraux des Charniers, 12 ans avant. Quant à Robert, il n'a jamais existé, aussi il y a eu un petit-fils Robert, mais qui avait 3 ans quand on a fait les vitraux. Donc, bon, enfin, ces gens n'en savaient rien. Vous nous avez dit donc que la plupart du temps, sinon tout le temps, les vitraux des Charniers avaient pour modèle les gravures. C'est relativement spécifique à Saint-Étienne, parce qu'en général, quand on fait des dessins, des vitraux, c'est à partir de carton. On n'a pas besoin de passer par le biais des gravures, parce que la plupart du temps... C'est la gravure qui sert de modèle au carton. Ça n'a pas empêché que le verrier, il a fallu qu'il ait un... Oui, un modèle d'habitude, mais en général, quand on a créé des gravures au cours du temps, c'est toujours précisément aussi à partir de dessins. Donc, est-ce que là, les gravures dont vous nous parlez ont en antécédent des dessins qui leur ont servi de modèle? Parce que c'est rarement, une gravure n'est rarement créée à partir de rien, c'est toujours à partir d'un dessin, très souvent. Donc, est-ce que dans ce cas-là, ce sont des dessins? Non, en tout cas, ce sont vraiment des gravures qui ont servi de modèle. Non, ça je comprends bien, mais est-ce que les gravures elles-mêmes ont eu pour modèle des dessins antérieurs? Ce que je viens de vous montrer, qui illustre un traité théologique, ils sont faits expressément pour ce livre. Il n'existe aucun dessin chez Valois. Aucun dessin. C'est vraiment très spécifique, ça se rapporte au texte, c'est vraiment dans les détails, ça se rapporte au texte.
Donc il est très bizarre déjà de prendre ces gravures comme modèle parce qu'on n'a pas de texte qui est à côté. C'est ce que j'ai essayé un peu de montrer dans ma thèse, que le contexte religieux, le nouveau contexte, le nouveau contexte des charniers et le contexte liturgique surtout remplit à peu près ce que dans le livre fait le texte. Donc ce sont des gravures uniques, originales, pour celui, pour les premiers, voilà. On ne connaît ni d'esquisses ni d'autres réemplois, donc c'est un cas très unique. La deuxième question, c'est comment on explique la relative grande différence entre le modèle, donc la gravure, et le résultat en vitrail? Est-ce que c'est la technique du vitrail qui fait une grosse différence, ou vous avez montré des gravures qui sont très semblables avec le modèle? C'est très dans le détail, c'est vraiment tous les sourcils qui sont les mêmes. Pour l'Arche de Noé, par exemple, il y a le vaisseau d'église. Sous le vaisseau d'église, il y a des allégories du vent, du souffle, qui sont reproduits dans le vitrail. Les détails sont reproduits, mais globalement, dans le dessin, dans la forme, c'est assez semblable. C'est dans les détails que c'est semblable. Ouais, c'est les couleurs surtout et la composition avec l'arrondissement qui change, mais à part ça, c'est très fidèle. Barbara a découvert d'autres modèles parce que sur les 22 ou 24 vitraux qu'il y avait, ce livre n'a servi qu'à en faire 10. Et donc du coup, elle a trouvé entre autres dans un livre de la collection des abbés de Sainte-Geneviève, enfin des moines de Sainte-Geneviève, une gravure anversoise qui a servi de modèle à un autre, qui est conservé là pour le coup, c'est l'ostensoir du Saint-Sacrement avec plein d'anges et des symboles vétérotestamentaires, un peu celui qui vient vers la fin de la galerie. Merci. Finalement, il n'était pas du tout nécessaire de déposer, parce que si vous étiez resté en place, ça aurait peut-être été moins pillés qu'ils l'ont été par la suite. On peut se demander, parce que justement, l'Église fonctionne quand même dans les années 1830, quand il y a un nouveau vandalisme, c'est-à-dire que sans doute on abandonne plus ou moins les galeries. Moi j'avais trouvé déjà dans les registres de fabrique du XVIIIe siècle, les marguilliers disant faut surveiller les classes du catéchisme parce qu'on ne les laisse pas tout seuls dedans, ils y viennent à telle heure et ils ressortent à telle heure, sous Louis XV, parce qu'ils tapent dans les vitraux, etc. et il faut leur tirer les oreilles. Donc, c'est la proximité des vitraux. Oui, mais comme c'est très bas, c'est fragile. Et je vous dis, là, pour peu que ça ait été un petit peu laissé à l'abandon, ce que dit le curé qui a publié la monographie en 1840, là, il dit qu'on les a transportés dans l'église, donc 7-8 ans avant, parce qu'on y constatait des gens qui servaient. Donc le libre service dont parlait Barbara. L'idéal peut-être ça aurait été de translater de 3-4 mètres pour qu'ils soient visibles, pas accessibles. Mais vous ne pouvez pas. Les galeries, on ne va pas la bouger. Et en plus, au-dessus des galeries, il y avait les ossements des bons chrétiens qui étaient venus au milieu. Parce qu'on assiste à l'évacuation des eaux au cimetière de Clamart jusqu'aux années 1780. Oui. C'était un charnier. C'était un charnier, oui. Quel est le rapport entre les charniers et les vitraux? Alors là, c'est le spécialiste qui va répondre. On a décidé au XVIIe siècle, en tout cas, le XVIIIe, je pense au XVIIIe à cause des feuillants aussi, des cloîtres comme ça, le cloître des feuillants, où on a décidé de le vitrer. Le cloître de la Chartreuse de Molsheim en Alsace, il était vitré vers 1630 aussi. Enfin, voilà. Et donc là, on a un exemple à Paris de mode qui se répand sous Louis XIII de vitrer les charniers. Les charniers préexistaient, le charnier des Innocents, c'est médiéval. Le charnier de Saint-Séverin est plus vieux aussi, mais justement pour celui de Saint-Séverin qui est plus ancien, en 1626, il y a un acte notarié qui commande des vitraux.
Donc il y avait des œuvres de miséricorde dans le cloître à côté de Saint-Séverin quand il était complet. Oui, c'est dans l'air du temps, on a envie de ça. Donc là, comme en plus c'est conçu pour être une chapelle de la communion, en même temps, d'où justement le thème privilégié de l'Eucharistie dans la conception de ce programme. Nous vous remercions encore beaucoup. Je pense que vous pouvez remercier Madame Wenger et Madame Derrida, partenaires découvertes de l'âme. Bon, merci beaucoup. C'est dommage que nous parle comme au départ. C'est moi qui ai fait. J'ai touché, j'ai peut-être trouvé le non, mais vous savez que c'est comme des expériences physiques. Le laboratoire, et puis au moment de les faire, ça ne marche jamais. Donc, c'est l'année, je ne sais pas quand vous avez vu, vous aviez testé avant. Oui, c'est ah oui, mais justement, alors moi, j'ai utilisé le PowerPoint avec bien sûr, moi j'ai noté ce que j'ai dans le paragraphe de Lens. Oui, je l'ai écouté. Ils disent oui, ou Louis et Mathieu, c'est pour ça que j'ai mis Louis et ou Mathieu. Il y a des questions. Et puis, elle est belle cette expression. J'arrive pas trop à prendre. J'espère qu'on a compris. C'est extraordinaire. Vraiment, j'ai essayé tout ce qui était probable. Non, mais au final, ça n'a donné rien. Mais j'ai vu sur un panneau qui m'a semblé. J'ai cherché pour le thème eucharistique, par les employés, et j'ai vu qu'il y avait un Christ en bois, en tête de livre. Je me suis dit, fontaine de vie qui serait condamnable avec les sujets. Je l'ai vu et je me suis dit, c'est ma fontaine de vie, c'est pas le contenu. Qu'est-ce que je peux débrancher, pas débrancher? On va réussir à comprendre ce qui se passe. Que tout marche bien. Là. Et alors Et là-bas, ça marche ou ça marche pas? Sur le temps, ça marche, je sais pas ce que tu veux faire. Non mais, parce que ça marchait pas tout à l'heure, on n'arrivait pas à voir en plein écran. Et là, ça marche en plein écran maintenant. Bah oui, maintenant ça marche. T'as appuyé au bon endroit? Bon. Désolé, vraiment désolé. L'ordinateur est timide et n'ose pas devant tout le monde. Vraiment, je suis désolé. C'est moi qui j'ai très bien. Tout à l'heure, il a juste réessayé, ça marchait pleine page. Non, il y a peut-être, je sais pas, il faut peut-être se faire quelque chose. Habituellement, C'est Murphy's Law. Enfin, merci, c'est vraiment super. Les deux interventions étaient fantastiques. Arrêter ça peut-être parce que... Ah oui. Ah, ça va, bonjour. Bonsoir. Comment on arrête ça? C'est marqué là-dedans. Voilà.